Rodolphe. Bonjour Damien. Merci à toi d'être avec nous pour ce nouveau format qu'on lance. Tu es le premier invité, donc merci à toi d'inaugurer cette nouvelle série. Ce podcast qui donc s'appelle Comme à la maison a pour but de rencontrer des gens qui sont de près ou de loin en lien avec l'impression, avec le papier, avec les objets, qui vont pouvoir nous parler un petit peu d'eux, et qui vont pouvoir aussi nous parler de leur métier, de ce qu'ils font, et puis voilà, apporter des éléments de compréhension, des éléments qui vont permettre à chacun qui nous regarde d'en apprendre un peu plus sur notre métier. En effet, écoute Damien, je voulais quand même te remercier aussi pour l'invitation et puis pour l'honneur d'être le premier à faire ce bel exercice et je te remercie aussi de ton implication pour l'industrie parce que c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir justement parler de nos métiers et transmettre nos connaissances et nos savoirs parce que c'est valorisant pour tous et puis ça permet de défendre une belle industrie, celle de l'imprimerie et les valeurs papier. Donc merci aussi. Écoute, merci à toi. Alors on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu travailles donc chez Fedrigoni. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Fedrigoni ? Alors Fedrigoni, c'est le leader de la fabrication des papiers haut de gamme, des papiers dits aussi de création. Donc on a pour cœur de métier de fabriquer ces papiers à valeur ajoutée, mais pas que. On fait aussi des papiers plus traditionnels, plus classiques, comme des offsets, enfin des papiers appelés offset. Donc des papiers... On va en reparler après pour expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc des papiers non couchés et les papiers couchés aussi, qui sont des commodités dans notre jargon. Fedrigoni, c'est aussi un groupe constitué de plusieurs entités. Donc aujourd'hui, on va retrouver plein d'entités avec des activités diverses et variées. Fedrigoni Special Paper, parce que c'est son nouveau nom, traite uniquement des papiers de création et des papiers plus classiques. Et mon métier, mon rôle à moi, si je peux aller un peu plus loin. Mais exact, j'allais te poser la question, donc vas-y, je t'en prie. C'est je suis commercial prescripteur, donc j'ai deux casquettes. La première casquette de commercial est assez simple, c'est de gérer les flux transactionnels et gérer la logistique et les commandes de papier auprès d'imprimeurs et de transformateurs. Et ma seconde casquette, c'est vraiment une casquette à 70% de mon temps de conseil auprès des annonceurs, des directeurs artistiques, des graphistes, en gros tous les intervenants de la chaîne graphique, et de leur recommander le meilleur support, celui qui est le plus adapté pour justement leur projet et renvoyer la meilleure image et avoir le plus d'émotion et de mémorisation du message. Très bien, écoute, justement, on va essayer de donner quelques conseils à travers cette vidéo sur les choix des papiers, justement. Donc peut-être qu'on va réussir aussi à transmettre un petit peu ça. Moi, il y a deux questions que je me posais. Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles chez Fedrigoni ? Et puis l'autre question, c'est pourquoi le papier ? Parce que finalement, commercial, on peut le faire dans plein de domaines différents. Et pourquoi du coup tu t'es retrouvé dans le monde du papier ? Écoute, c'est vrai que ça fait 9 ans que je travaille chez Fedrigoni. Donc j'ai commencé en tant qu'apprenti. Comme je dis souvent, avant je travaillais pour une société qui vendait de la fibre optique et je suis passé de la fibre optique à la fibre du papier. Donc au final, je reste dans cette fibre, avec ma fibre commerciale. Donc 9 ans chez Fedrigoni. L'histoire était très belle pendant mon apprentissage. J'ai voulu continuer donc chez Fedrigoni parce que quand on est commercial, on n'a pas envie d'avoir un discours robotisé. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui vend un produit lambda, il va avoir les mêmes arguments. Moi aujourd'hui, je vais vendre plus de 25 000 références qui vont être à la fois différentes pour chaque projet. Donc mon discours n'est pas robotisé, au quotidien je vais pouvoir changer et découvrir plein de métiers, plein d'activités. On peut passer de l'annonceur de la mode à l'annonceur dans le champagne et le spiritueux. Donc c'est assez divers et varié, c'est vachement intéressant. Et puis on peut parler de packaging, comme d'édition, comme d'identité visuelle. Donc c'est vrai que les journées sont bien remplies et à chaque fois nouvelles. Donc c'est ça qui me plaît chez Fedrigoni. Et puis alors... Le challenge aussi, tout à fait. Puis une clientèle du coup assez diverse aussi. Une clientèle diversifiée, diverse, et il faut toujours s'adapter, se remettre en question, changer son discours. Quand on parle à des initiés qui connaissent rien au papier, c'est avoir un vocabulaire différent. Parce qu'il y a aussi ton métier à toi de transmettre ton jargon technique, le jargon du client plutôt en technique pour tes partenaires. Donc c'est un peu cette facette-là aussi que j'apprécie énormément. Et puis au-delà de ça, si on parle du papier, le papier ça a une valeur historique. Et moi, je suis très attaché à l'histoire, j'aime beaucoup ça. Il y a des recettes anciennes dans la cuisine qu'on ne connaîtrait pas si justement on n'avait pas ces écrits-là. Tout un tas de choses dans ce sens-là. Donc moi, j'aime beaucoup la valeur papier. Et puis pour finir, on a plein de moyens de communiquer aujourd'hui. Et le papier reste le moyen qui va stimuler le plus de sens. Donc ça me fait écho. Et c'est aussi le moyen le plus vert de communiquer. Et on le verra à travers cette vidéo, je l'espère. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que justement, on a tous en tête, je me fais un peu le naïf de l'histoire, on a tous en tête cette idée que dans les mails, les bad mails, n'imprimer que si nécessaire.
Donc l'idée que le papier c'est quand même pas le truc le plus écolo. Du coup, toi, ton métier finalement, et si je comprends bien, ça participe au réchauffement climatique et finalement tu es un petit peu là et tu contribues à abîmer la planète. Bah non, moi je dirais plutôt que je fais l'inverse. J'essaye de contribuer, et excellente question Damien, je te remercie. J'essaye de contribuer justement pour réduire l'empreinte carbone de la communication sur la planète. Parce qu'aujourd'hui, alors il y a des études, j'espère qu'on pourra les mettre aussi au pied de cette vidéo, des études réalisées avec l'ADEME et la Poste, où moi je cite souvent celle-ci, on a une campagne de communication mailing versus une campagne de communication emailing, et on se rend compte sur 7 indicateurs environnementaux qu'en réalité, le papier, il n'y a qu'un seul indicateur où il est mauvais. Sur les 6 autres, il est excellent. Alors, quel est cet indicateur? C'est l'indicateur de l'eau. Oui, parce qu'on consomme beaucoup d'eau quand on produit du papier. Mais sinon, derrière, c'est une campagne qui est beaucoup plus vertueuse dans le sens où on n'a pas un mail qui est stocké, qui est dans un data center, qui doit être refroidi, etc. Donc ça, c'est une empreinte carbone qui est quand même très, très importante. Ouais, c'est intéressant, je te coupe là-dessus parce que on a souvent en tête l'idée un peu erronée qu'en fait, quand on envoie un mail, c'est transparent et que ça n'a pas d'impact sur l'environnement parce qu'en fait, on ne voit pas. Un document papier, un document imprimé, bah oui, on l'a entre les mains et on se rend compte que ça a un impact, ça a été produit parce que c'est manufacturé. Exactement. Alors que un mail, bah, on a tendance à se dire, puis on nous a beaucoup expliqué et réexpliqué ça, donc on a l'impression que voilà, ça n'a pas de coût environnemental. Et je trouve que c'est intéressant de le redire, non pas pour opposer les deux, parce qu'il y a des usages qui sont différents en fonction de ce qu'on va faire, il y a même des usages qui sont complémentaires. Exact. Mais par contre, je pense que c'est important de redire à ce stade que effectivement, un mail, des documents stockés sur des sites, etc., ça a un poids et donc ça a un coût environnemental. Et voilà, je trouve qu'on le dit pas assez et je profite de l'occasion pour en dire un mot là-dessus. Et tu fais bien aussi de préciser, on n'est pas là pour opposer les deux. Vraiment, les deux ont un but et un objectif totalement différents. Maintenant, si on doit calculer le coût de l'empreinte carbone de l'un et de l'autre, on se rend compte que le papier aujourd'hui a un coût qui est moins inférieur. Surtout dans cette tendance où je pense que tu as le cas. Tu envoies un email, tu as énormément de personnes en copie, tu vas mettre beaucoup de pièces jointes, tu vas avoir une signature qui va être un peu animée, tout ça c'est du poids au mail et ça nécessite encore plus de coûts en termes d'empreinte carbone pour stocker ces emails-là. Maintenant, moi j'inviterais à regarder cette étude, mais aussi j'aimerais aussi rappeler le fait que quand on fait du papier, la matière, peut-être qu'on l'abordera après, mais la matière première du papier, c'est certes du bois, mais c'est du bois responsable. Et ça permet justement de garder en captation, si je peux utiliser ce mot-là, capter entre guillemets, le CO2 que tout l'arbre a capté pendant sa croissance au lieu de le rejeter. Et ça, c'est hyper intéressant et ça va permettre en effet d'avoir une empreinte carbone qui est moins importante. Je ne sais pas si mon explication est claire, mais on pourra rentrer plus en détail par la suite. Je veux bien que tu développes un peu, c'est intéressant comme question. Ouais. Alors, quand je t'explique ça, en fait, il y a 2 points qui sont essentiels pour moi et qui est hyper important. Déjà, un arbre qu'on abat, on l'abat de façon intelligente. Ouais. C'est-à-dire que quel est le rôle de l'arbre? C'est important de savoir quel est son rôle. Le rôle de l'arbre, c'est de capter du CO2 et de rejeter de l'oxygène. Sauf que l'arbre, malheureusement, il est comme toi et moi, il va vieillir, il va tomber malade. Moi pas, non ça va. T'es immortel, faut me donner le secret. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne fera plus son travail de capter du CO2 et de rejeter de l'oxygène. Enfin, de capter, oui, c'est ça. Donc le but du jeu, là, ça va être de l'abattre de façon intelligente pour garder en captation justement son CO2. On va réutiliser donc ce tronc d'arbre pour plusieurs industries. Alors la première industrie, ce n'est pas on abat des arbres pour faire du papier. Non, ça c'est une grosse idée reçue. Il faut arrêter avec ce message-là qu'on entend énormément dans les médias. Si on devait abattre des arbres pour faire du papier, on n'abattrait pas beaucoup d'arbres parce qu'on a beaucoup moins de papier qu'avant. Donc ça c'est un premier point. Mais le vrai point, c'est que la première en tout cas industrie qui va servir à prendre du bois sur un tronc d'arbre, ça va être tout ce qui va être la menuiserie, ça va être tout ce qui va être c'est intéressant de le dire, tu as raison. À l'ameublement. Ça c'est le gros de quand j'abats un tronc d'arbre. On a des schémas aujourd'hui qui sont assez intéressants où on se rend compte que le gros de l'activité d'abattre un arbre, c'est pour ça. Nous, on va récupérer que l'écorce et les copeaux. Donc ce qui reste en fait, un peu le déchet de l'arbre que les gens ne veulent pas utiliser. Et ces déchets-là vont être répartis entre 2 industries. On va avoir l'industrie énergétique, on va pouvoir justement utiliser ces matières-là pour les poêles à la maison, pour faire réchauffer, etc. Et de l'autre côté, on va avoir l'industrie papetière. Et le premier lieu, c'est les fabricants de pâte à papier. Nous achetons, nous, en tant que papetier, des balles de pâte à papier. Et donc, c'est là où la matière première vient. Donc, un arbre est abattu, en résumé, de façon intelligente. Donc, ça veut dire issu de forêts durablement gérées. Tu connais les 2 labels, je pense, à ce sujet. FFC, PEFC. Exactement, je te remercie. Donc, ces labels-là sont vraiment là pour dire que c'est issu de forêts durablement gérées. Moi, j'aime bien utiliser le mot si on abat des arbres de façon intelligente.
Donc j'abats un arbre, j'en replante un autre, peut-être d'une diversité différente pour respecter la faune et la flore et régénérer les sols. Donc ça c'est intéressant. Est-ce que parce qu'il y a les labels et peut-être qu'on en rediscutera, mais je trouve que c'est pas très parlant. En revanche, est-ce que tu as des chiffres un petit peu sur la question des forêts? Parce qu'effectivement, c'est intéressant, je pense qu'il faut le rappeler aussi de ce que tu viens de dire sur le papier qui n'est pas, on n'utilise pas le papier en premier lieu, on n'abat pas les arbres en premier lieu pour faire du papier. Exactement. Ça c'est important de le rappeler. Est-ce que tu as des éléments un peu que tu peux nous donner sur les forêts européennes par exemple, parce que c'est là où on a le plus d'éléments et par ailleurs, soyons si honnêtes, c'est pas le cas partout et notamment en Amérique, c'est un peu plus compliqué sur la question de la gestion des forêts, mais en Europe, les choses sont plutôt bien gérées. Oui. Et est-ce que tu as des chiffres un peu parlants sur voilà, c'est quoi l'état des forêts en Europe? Oui, on a des chiffres. Donc en Europe, on a la superficie des forêts qui s'agrandissent par jour de 1500 terrains de football. Donc en Europe, on est le bon élève. On sait très bien gérer nos forêts et on le fait très bien. Donc là-dessus, c'est un point qui est quand même extrêmement important. Après, on peut donner encore peut-être d'autres chiffres qui pour moi sont importants. Aujourd'hui, on arrive à quantifier la coupe illégale du bois par exemple, et c'est que 1% sur le monde. Donc grâce à ces labels-là, on parle de la forêt européenne, mais on peut parler des forêts plus largement. On sait très bien manager nos forêts un peu partout dans le monde. Mais les forêts européennes, pour répondre à ta question, se portent très bien et elles repoussent en plus de 1500 terrains de foot par jour. C'est intéressant parce qu'on a parlé de différentes choses d'un point de vue environnemental. On a parlé, tu as dit des petits mots un petit peu partout, tu as parlé de pâte à papier, on a parlé de bois, du bois qu'on choisit, les copeaux, etc. Ce que je trouve intéressant à ce stade, c'est de nous expliquer un petit peu, sans rentrer dans les détails de trop, mais dans les grandes lignes, comment est-ce qu'on fabrique du papier en fait? Je trouve que c'est une question intéressante et que ce serait bien que tu puisses nous expliquer un petit peu ça. Bonne question aussi, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment est fabriqué le papier, en tout cas peu de gens le savent. Moi je vais te retourner la question, quelles sont les deux matières essentielles à la fabrication du papier selon toi? Alors je pense qu'on a dit une partie déjà, hein, le bois, Ouais, et l'autre je pense que c'est l'eau. Exactement, on l'oublie assez souvent, mais c'est l'eau. Donc les deux matières essentielles, c'est le bois et l'eau. On a bien expliqué en long, en large et en travers le bois. Le dernier détail que je rajouterai, c'est qu'on parle souvent de blanchiment de la pâte à papier. L'étape de blanchiment se fait en amont lorsqu'on achète la pâte à papier. Donc nous, elle est déjà blanchie. Donc on n'a pas cette étape supplémentaire réalisée dans le site de production. Ensuite, il y a l'eau. Donc comment ça se passe? On va mélanger le bois et l'eau dans un pulpeur, très rapidement. On a 98% d'état humide à ce niveau-là. Et le but du jeu, ça va être de descendre jusqu'à 1%, donc de devenir sec, d'avoir une feuille tout simplement. Donc au fur et à mesure de la machine à papier, on va avoir différentes étapes, différentes façons de sécher le papier en fonction de la rugosité, en fonction du grammage, en fonction de plusieurs étapes. Je fais très vite, hein, je fais les grandes lignes. Et donc cette eau, elle tourne dans le site de production et on a des centrales d'épuration qui sont directement intégrées à nos usines. Donc ça, c'est un point qui est aussi important de mettre en avant, c'est de se dire qu'on ne rejette pas toute l'eau de notre usine, on travaille à moitié en circuit fermé pour les 2/3, on va rejeter qu'un tiers, donc ce qui permet de capter beaucoup moins d'eau. Avant, pour 1 kg de pâte à papier, par exemple, on consommait 39 litres d'eau. Aujourd'hui, pour 1 kg de pâte à papier, on va consommer 21 litres d'eau. D'accord. Et ces litres d'eau sont à nuancer en fonction de la production d'un papier blanc ou la production d'un papier teinté dans la masse, où là on consommera un peu plus d'eau. Mais en moyenne, on est à 21 litres. Ok, alors du coup, on a de la pâte à papier qui est humide, on va finalement la sécher à travers différentes étapes pour obtenir notre feuille de papier à la fin qui va être différente suivant qu'on veut avoir un papier couché, un papier, on détaillera d'ailleurs peut-être ça après. Mais du coup, la pâte à papier au départ, c'est quoi? Alors c'est ce qu'on appelle nous des balles de pâte à papier, c'est vraiment en fait une usine qui va collecter de la cellulose, la broyer, la retravailler et nous la livrer. Alors j'aurais pu te ramener des exemples, hein, mais nous livrer sur des planches, en fait des planches de papier qui sont épaisses comme ça, c'est des planches de cellulose que nous ensuite, donc dans des gros cartons, dans des gros blocs, qu'on va remettre directement, jeter dans un pulpeur. Dans l'eau du coup? Dans l'eau exactement, ça va être broyé, faut s'imaginer un gros mixeur où je vais faire un peu une bouillie entre guillemets, hein, et ensuite derrière cette bouillie, en tout cas ce mélange-là va être projeté sur une laise qui va débiter à une vitesse plus ou moins rapide en fonction de la qualité de papier qu'on produit. Et ensuite, cette laise va traverser à travers différentes étapes. Voilà, là on commence à avoir ce qui va commencer à ressembler à une feuille, assez épais, assez inégal. Exact. Et puis au fur et à mesure, on va avoir quelque chose qui va de plus en plus ressembler à la feuille de papier que tout le monde connaît. Exactement, il va y avoir l'étape de séchage, de calendrage, on va rajouter de l'amidon pour l'impression. Ensuite, s'il faut avoir un papier couché, on va avoir une étape de couchage, où là on va rajouter différentes matières, dont le kaolin, mais pas que, on rajoute plein d'autres choses. Puis après, en fonction des papiers qui soient texturés, mécaniques ou feutrés, on va avoir des résultats différents. Là, un point qui est important, j'ai évoqué le mot feutré. Ouais.
c'est un grain, donc on parle souvent de papier feutre parce qu'on a un grain spécifique, c'est un feutre qu'on pose sur la machine, sur les cylindres et qui va épouser la laise et qui va créer justement ce grain. Et moi j'insiste là-dessus, c'est un grain naturel. D'accord. Donc c'est de fait qu'il soit naturel, souvent j'explique justement aux étudiants quand j'interviens à l'école ou même à des gens lambda, un faible grammage d'un papier feutré a un grain qui est subtil parce que j'ai pas beaucoup de matière sur le feutre, donc pas beaucoup de poids pour prendre l'empreinte. Par contre, plus je monte en grammage, plus le grain va être prononcé parce que là j'ai plus de matière, plus de poids, donc plus d'empreinte sur le feutre. Et ça c'est assez emblématique sur le papier Tintoretto. Je prends un 95 grammes, le grain est là, hein, il reste subtil. Je prends le 350 grammes qui est l'extrême, là j'ai un grain vraiment très prononcé et pour les gens qui nous écoutent, on est vraiment sur un papier un peu dessin, vraiment matière type canson et c'est vraiment très joli, mais voilà, c'est bien d'expliquer cette différence entre les grammages parce que c'est un grain naturel qui différencie d'un grain mécanique où là on a un cylindre qu'on pose à la fin de la production du papier pour avoir quelque chose de très symétrique, très linéaire, très particulier. Voilà. Du coup, tu nous as parlé de papier avec du grain, tu nous as parlé de papier plus ou moins couché. Donc, à travers la fabrication, en fait, tu as évoqué aussi des papiers teintés dans la masse, etc. Donc, des familles de papier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail les différentes catégories de papier et puis ce qui les différencie? Puis s'il y a des éléments peut-être un petit peu techniques qui peuvent être intéressants, n'hésite pas, comme ça permet de nourrir un peu la réflexion. Dans le commun des mortels, en tout cas pour les gens qui connaissent un peu l'univers, il y a deux grandes familles de papiers. Moi j'en rajouterai la troisième après, on verra ensemble. Donc les deux grandes familles, c'est les papiers couchés. Donc là, par définition, on met une couche sur le papier. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir des rendus d'impression qui sont plutôt flatteurs, qui sont fidèles, proches d'une photo. Voilà. Et on est sur des papiers qui ont 70% de cellulose, entre guillemets. Donc comme je dis, la matière première, c'est la cellulose. Donc des papiers qui coûtent pas très cher, parce que j'ai que 70% de matière. Un papier offset, à contrario. Ça, c'est les papiers, excuse-moi, pour que ce soit un peu imagé, c'est ceux qu'on a souvent tendance à appeler à tort les papiers glacés. Tout à fait. C'est les papiers qu'on retrouve dans les magazines, pour imager un peu. Voilà. Exactement. Alors, c'est les papiers qu'on utilise dans les magazines, c'est les papiers des catalogues, c'est souvent utilisé là-dedans. Après, j'aime pas trop vulgariser cette utilisation-là, parce qu'au fur et à mesure de mon activité, j'ai découvert des directeurs artistiques qui m'ont fait des projets, mais juste waouh. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est juste que je trouve que c'est très parlant pour se projeter, quand on parle, pour différencier les papiers. Je trouve que ça illustre assez bien ce qu'on peut se faire comme image. Après, comme tous les papiers, c'est aussi la créa, l'usage et la fabrication qui fait qu'on arrive à en faire quelque chose de différent. Mais je suis tout à fait d'accord pour ne pas les dénigrer. On est convaincus là-dessus. Et c'est vrai que voilà, le papier couché est plutôt associé, moi ce que je dis souvent aux étudiants, à une communication de masse. Ça coûte pas très cher, c'est de bons rendus d'impression, c'est pour faire des gros volumes, on imprime là-dessus. Et à contrario, on a le papier offset, donc on appelle aussi non couché. Donc là, on a le papier brut. Et d'ailleurs, retenez ce mot-là, brut. C'est là où on a vraiment le grain du papier. On a quelque chose on a une expérience tactile, comme j'aime bien dire. On peut toucher. Alors, à contrario d'un couché, on dit souvent que ça boit un peu plus l'encre, donc ça enterre légèrement les visuels. Elle est plus terne, oui. C'est plus terne. Alors après, maintenant, avec les technologies, on arrive facilement à nuancer justement cette absorption de l'encre. Mais voilà, c'est sûr qu'on peut avoir ce phénomène-là. C'est des papiers qui, en général, font aussi plus de bruit, qui créent plus d'émotions et qui coûtent un peu plus cher que la normale parce qu'on est sur 100% de cellulose comparé à un couché, pour rappel, qui est à 70% de cellulose. Donc ça, c'est des papiers, pour imaginer, dans l'édition. Qu'on va retrouver dans les beaux livres, vraiment où on a cette matière-là avec du grain. C'est aussi tous les papiers qu'on peut utiliser pour des manuels, des brochures. Toi, tu fais des programmes de théâtre avec. Voilà, on peut faire tout un tas de choses avec ces papiers-là. Et on va distinguer différentes familles dans les papiers non couchés, dont la famille dont Fedrigoni et je pense excelle parmi tous les autres, c'est le papier de création. Qu'est-ce qu'un papier de création? C'est un papier non couché, mais avec des caractéristiques intrinsèques beaucoup plus importantes, qui vont garantir de meilleurs rendus d'impression et qui vont avoir des caractéristiques très particulières. Ça peut être une texture, donc comme je le disais tout à l'heure, une texture feutrée, grain naturel, une texture mécanique avec un cylindre qui va embosser le papier. Ça peut être des papiers teintés dans la masse, où là on va directement, revenons à l'étape du pulpeur, mettre des pigments colorants, et des colorants naturels, veuillez m'excuser. Voilà. On met dedans. Donc il est teinté, justement c'est le papier qui est teinté entièrement en fait. C'est ça, exactement. Et ça c'est un gage de qualité, parce que quand on fait des coffrets, alors à tous ceux qui m'écoutent, quand on fait des coffrets et qu'on veut remborder le jargon pour habiller ce coffret en carton, coller sur le carton, on a la tranche parfois quand on est sur des papiers imprimés qui est blanche.
C'est peu qualitatif et c'est pas joli. Donc là, on va utiliser des papiers teintés dans la masse parce que sur la tranche, on ne verra rien. Et là, c'est qualitatif et on renvoie quelque chose de totalement différent. C'est un usage du papier teinté dans la masse. Après, il y en a plein d'autres. Les annonceurs du luxe les adorent parce que c'est aussi une identification. Une teinte bien spécifique, direct, ça me fait écho à une marque. Voilà. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont assez intéressantes et comme quoi la puissance du papier en termes d'émotion et de mémorisation. Et on a aussi, donc là, on a vu les papiers non couchés, les papiers couchés, les papiers de création, les papiers teintés dans la masse. Je rajouterai la 5e famille, qui est la famille des offsets dits surfacés, qui est apparue il y a 20-30 ans. Donc l'idée, c'est d'allier en fait les avantages des deux familles principales, le rendu d'impression d'un papier couché et le toucher et l'expérience tactile et émotionnelle d'un papier non couché. On associe les deux. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un papier offset et on met une légère couche. On ne va pas jusqu'à faire un papier couché. L'avantage, c'est que je vais avoir un très beau toucher, très qualitatif, avec parfois un grain qui est très prononcé, et un rendu d'impression qui ne sera pas du tout enterré, vraiment flatteur, avec du peps dans les couleurs, un peu de brillance, vraiment quelque chose de sympa, qui est cette 5e famille, on va dire, des papiers offset dits surfacés. Qui sont lesquels, par exemple, chez Fedrigoni? Alors, on retrouve l'Xpert, qui est l'emblématique de la maison Fedrigoni. Qui a vraiment un toucher vraiment très particulier. Qui a un toucher aussi très particulier, une blancheur aussi particulière, mais qui donne du peps aux couleurs. Et puis après, on a toutes les versions, et justement, j'aime bien raconter cette histoire, c'est l'adaptation de l'industrie papetière aux évolutions de la communication. Le All Mild, qui est l'emblématique de Fedrigoni. Alors je vais le reprononcer parce que sinon mes collègues vont me charrier. Le Old Mill, qui est l'emblématique de la maison Fedrigoni, lui il va avoir une version en stucco Old Mill. Donc cette version stucco, dès qu'on retrouve la dénomination stucco, veut dire qu'il est légèrement surfacé. Pareil pour le Tintoretto, on a la version stucco Tintoretto. Et puis là, très récemment, on vient de sortir une nouvelle gamme qui s'appelle Mistral. Et pour le grain Mistral Tradition, nous avons une version stucco Mistral Tradition. Donc c'est un papier qui est très utilisé, en tout cas ces derniers temps, qui revient beaucoup à la mode. Écoute, c'est très clair. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on s'aventure sur un terrain un peu risqué, qui est celui de dire comment est-ce qu'on peut choisir un papier en fonction de quel projet. Alors, je dis un peu risqué parce que c'est évidemment quelque chose de complètement subjectif, en fonction du projet, en fonction des ressentis, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est très vrai. Le papier, c'est aussi une expérience tactile, donc c'est en fonction de chacun, comment il le ressent, ce que ça lui évoque. C'est très difficile de choisir et d'avoir des règles établies et générales. Mais par contre, on peut essayer de poser quelques principes, peut-être un peu techniques, et puis peut-être de ce que tu peux nous dire de l'expérience que tu peux avoir, des pratiques, des tendances du moment finalement. Bon, les tendances du moment, les pratiques, les petits tips entre guillemets qu'on peut apporter nous en tant qu'experts papetiers. Moi déjà j'aime bien choisir le tips que j'ai donné tout à l'heure sur le rembordé. Quand on remborde, donc quand on habille un coffret en carton d'un papier, c'est mieux d'utiliser un papier teinté dans la masse. Un autre petit conseil que j'aime bien donner, avec du grain. Pourquoi du grain? Parce que si j'ai un papier lisse noir, le moindre rayure va se voir directement. Si j'utilise un papier qui a un grain, là cette fois-ci mécanique et non pas feutré, cette petite rayure elle se verra beaucoup moins. Alors on ne va pas annuler l'effet, mais on le verra beaucoup moins. Note d'ailleurs que tous les annonceurs du luxe utilisent des papiers avec une belle couleur teintée dans la masse et un grain, c'est aussi en partie pour ça. Après il y a d'autres tips, moi j'aime bien parler de l'édition. Quand on fait un choix de papier dans l'édition, déjà la première question à se poser en couverture, je veux une couverture plutôt cartonnée. Donc dans ce cas-là, je vais prendre des papiers faible grammage pour remborder la couverture, ou je veux une couverture qui directement avec un papier. Donc dans ce cas-là, on va partir sur des papiers à fort grammage. Et moi, je recommande des papiers qui suffisent à eux-mêmes. Un beau papier de couleur ou un beau papier blanc avec un grain. Tu veux dire que tu n'es pas partisan des pelliculages Je ne suis pas partisan des pelliculages et de tout ce genre de choses. Moi, ce que je dis souvent, un beau papier de craie, il suffit à lui-même, avec un beau marquage à chaud et l'effet est là. Too much, ça fait trop. Ça, c'est des petits tips qu'on aime bien donner. Des fois, j'aime bien dire aussi, en termes il y a la variable économique quand on fait un projet d'édition, c'est d'utiliser des papiers qui ont de la main. Parce qu'un papier qui a de la main, donc qui est légèrement plus bouffant, donc en gros, c'est-à-dire que pour un même grammage, alors attention parce que là, les détracteurs vont vite arriver, mais pour un même grammage, sur deux papiers qui peuvent être plus ou moins similaires, je vais avoir une main, donc une épaisseur un peu plus importante. Donc un papier plus rigide quand on va tourner les pages. Exactement, plus rigide, mais qui va donner surtout du volume à l'ouvrage. Pensez à tous les livres d'édition, ils sont très gros, mais quand je les mets dans les mains, ils sont plutôt légers. Ça, c'est typiquement des papiers bouffants qui vont nous donner du volume.
rapport annuel, là ça va arriver la période, rapport d'activité, rapport annuel, j'ai un 48 pages sur un papier classique qui fait ça, j'ai pas envie de remettre ça à mes actionnaires, je prends un papier bouffant, boum, le rapport annuel il va augmenter, pourtant j'ai pas changé de grammage, j'ai juste changé la nature du papier. Après c'est pareil, moi j'aime bien donner des petits tips sur la valeur ajoutée que je souhaite apporter, le positionnement de la marque, ce genre de choses. Un cas très simple, j'ai un annonceur qui communique habituellement sur du coucher, il aimerait légèrement monter en gamme, on a deux solutions. Soit c'est de passer sur un offset surfacé comme on a évoqué tout à l'heure, où là c'est une transition douce sur l'offset mais tout en gardant le rendu d'impression d'un coucher. Soit on part directement sur la transition la plus forte, on va sur la famille des offsets. Et là on marque directement. Et là on marque directement et on a quelque chose de plus qualitatif, c'est parlant. Et puis après j'aime bien citer aussi l'exemple de l'identité visuelle. Parce que l'identité visuelle, au final, ça donne vie à une marque, c'est très utilisé aujourd'hui. Et là, dans ce cas-là, moi, je donne toujours le conseil de voir en fonction de ce qui anime la marque et les valeurs de la marque. Si on est sur quelque chose de très premium, très luxe, autant partir sur des papiers blancs naturels avec du grain. Si on est sur quelque chose de plus classique, plutôt très blanc, avec peu de grains. Donc ça, c'est une démarcation qu'on peut faire aussi. Et puis après, le choix fort, c'est d'utiliser des couleurs. D'avoir vraiment un papier teinté dans la masse pour avoir une identification assez forte. Après, des tips, comme tu l'as dit, c'est compliqué. Parce qu'en réalité, c'est subjectif, c'est propre aux émotions, c'est propre au positionnement de la marque, c'est propre à l'histoire, c'est propre à plein de choses. Mais de manière générale, si j'ai un conseil à donner, c'est de nous contacter. Parce que nous, on est là pour ça, pour les aiguiller, toutes ces personnes qui ont envie de communiquer sur le print. Et on apporte notre petit pierre à l'édifice avec de belles collections. Et c'est une démarche qui est totalement gratuite. Et ou d'appeler la Maison des Impressions qui est mon partenaire et mon binôme et qui fait exactement le même travail que nous, entre guillemets. Oui, tu as raison, parce que en fait, je pense qu'en fonction des projets, il y a plein de choses qui peuvent se penser. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne connaissance des gammes de papier et de pouvoir anticiper aussi l'impression derrière, parce qu'en fonction de la créa, il y a plein de choses qui peuvent varier aussi, en fonction de comment les choses sont réfléchies, en fonction de ce qu'on veut comme résultat. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. C'est pour ça que je te disais que c'était un exercice un peu risqué, parce qu'en réalité, quelqu'un d'autre pourrait dire exactement le contraire. Des approches peuvent être complètement différentes là-dessus, mais ça donne quelques idées, quelques réflexions. Et après, c'est vrai que c'est en fonction des projets qu'on va construire la bonne solution. Avec les papiers, avec un papier, avec plusieurs papiers, avec des choses qui vont matcher entre elles pour donner le bon résultat sur le projet. Et c'est ça qui est intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'intérêt de travailler dans le papier et peut-être pas dans un autre domaine. C'est aussi, je crois, qu'on a pas mal de possibilités, qu'on fait des choses qui sont belles et que voilà, on arrive à réfléchir à tout ça en prenant en compte toutes ces problématiques-là et à avoir dans les mains des objets qui sont beaux à la fin, et c'est ça qui est pour moi hyper intéressant. C'est ce qui est le plus intéressant. Je prends souvent un exemple en général quand tu envoies un message, et c'est bien qu'il soit supporté par un beau support pour l'incarner, ce message. Et ça, c'est un élément qu'on oublie beaucoup. Et après, moi, je pose une question de manière générale. La communication, c'est quoi ? Est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est un investissement? Et très régulièrement, je suis confronté à des gens qui me disent c'est un coût. Ouais, mais non, quand on communique, normalement, c'est un investissement. J'investis sur ma communication pour faire connaître, faire agir et faire aimer. Ce sont les trois objectifs de la communication, et aujourd'hui, le papier est un élément qui permet de répondre à ça. Voilà, c'est, je pense, le plus important, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le papier crée des émotions. On le touche, on peut le sentir, on le voit, on pourrait le manger. Mais voilà, c'est quelque chose qui crée des émotions. Tenter l'expérience. On tentera l'expérience avec des matières spécifiques. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça crée plus d'émotions, et plus tu crées des émotions, plus tu facilites la mémorisation, voire l'acte d'achat, si on venait dans un moyen de faire agir. Mais aujourd'hui, oui, vraiment, pour répondre de manière générale, c'est compliqué de conseiller un papier de manière générale comme ça en fonction des applications, c'est propre à un projet. Donc il faut vraiment se poser et prendre c'est hyper méga important ce sujet, parce qu'au final, très peu de gens oublient de se dire que ça fait partie de la valorisation d'un groupe, le choix d'un beau papier. Le choix d'un beau papier pour une communication, ça fait partie de la valorisation de cette communication. C'est une étape qu'on oublie souvent. On pense souvent à comment je vais imprimer, chez qui, dans combien de temps, pour quel prix, mais on oublie, mais qu'est-ce qui va incarner mon impression? Et ça, c'est pour moi une étape qui est aussi importante et qu'il ne faut pas oublier dans la chaîne graphique. Non, c'est indispensable. C'est pour ça que nous aussi, on a les nuanciers de papier, et que très souvent, on propose à nos clients de passer nous voir au bureau ici, qu'on envoie des échantillons, parce qu'effectivement, même quand nos clients pensent savoir ce qu'ils ont en tête, et bien justement, nous, on vérifie quand même qu'on s'est bien compris, parce qu'il peut y avoir des terminologies différentes, il peut y avoir et voilà, en fonction de l'approche qu'on peut avoir, nous, on a pu voir les choses d'une certaine manière, notre client d'une autre.
Et pour nous, c'est une étape indispensable dans le processus de fabrication d'un objet imprimé, c'est de vérifier qu'on s'est bien compris sur les papiers. Toutes les étapes. Et après, le reste, finalement, est un peu plus facile parce que le reste en découle. Et donc, c'est une étape systématique chez nous de discussion et d'échange avec nos clients, c'est hyper important. Et l'une des forces de Fedrigoni dans cette étape justement de conseil, de prescription, déjà c'est de discuter avec des gens comme nous qui ont l'expertise papier, et surtout c'est de travailler avec des exemples imprimés. Et moi franchement j'insiste là-dessus. Quand tu viens à un rendez-vous avec une feuille A4 du papier que tu recommandes et que tu parles de marquage à chaud, de sérigraphie ou de pantone métallique à quelqu'un qui n'y connaît rien, il n'arrive pas à se projeter et c'est compliqué. Et là, tu peux sortir les rames. Et moi, je dis souvent la force d'un exemple imprimé, c'est que des fois, j'ai fait des rendez-vous où, tiens, ce que je te recommande, c'est ce papier mis en situation, regarde. Ça évite une grande argumentation, c'est exactement ça que je veux, tu as compris mon projet, boum, c'est validé. Et ça, c'est très important aussi, c'est de pouvoir se projeter et pouvoir s'appuyer sur des gens qui savent quel va être le rendu. Des gens comme des imprimeurs qui ont l'expertise de voir plein de papiers passer et qui peuvent justement être force de proposition, mais aussi les gens comme des papetiers comme Fedrigoni qui peuvent apporter cette expertise aussi et conseiller au plus juste et au mieux pour un projet. Merci beaucoup Rodolphe, j'espère que nos échanges ont permis à plein de monde d'apprendre des choses sur le papier, sur les choix, sur tous ces éléments-là. Le papier c'est quand même le cœur d'un projet, donc c'est essentiel de prendre le temps et voilà, et vous le faites et vous le faites bien. Et donc pour nous c'était l'évidence de parler de papier avec Fedrigoni, donc c'est un plaisir d'avoir fait ce premier numéro ensemble. Et plaisir de partager encore, merci Damien. Merci à toi.